Bonjour. Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec le coup de gueule de Nicolas Bonal. Je suis Gilbert Dawet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Asterix et Tolkien, la dictature globale. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque de YouTube, Odyssée et de X. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, suivre sur X, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café et on commence. Alors, Nicolas, l'autre fois, tu avais mentionné que tu allais faire une émission sur Astérix et Tolkien. Et d'ailleurs, certains de nos auditeurs ont réclamé cette émission. Oui, il y avait un sujet que je voudrais faire, c'est la fin du christianisme, que ça me paraît de plus en plus évident. Donc, si l'actualité le permet, on le fait la semaine prochaine, parce que j'allais dire, il n'y a pas urgence. Oui. Par contre, dictature globale, oui, il y a urgence. Donc, ces élections en Allemagne, et puis elles débouchent sur rien, évidemment, même si l'AfD a triomphé en ex-Allemagne de l'Est, hein, c'est marrant. Hein. Moi, j'ai été en Allemagne de l'Est pour le tournage de Stalingrad de Jean-Jacques Hano. J'étais dans un autre pays que l'Allemagne. C'est-à-dire que c'était quand même 15 ans après la réunification, non peut-être pas 15, mais 12 ou 13, et c'était très différent. Et il y avait une espèce de fierté nationale patriotique, etc. Mais enfin bref, l'AfD ne peut pas arriver au pouvoir vu que la droite allemande refuse toute alliance avec elle, puisqu'elle est sous contrôle mondialiste. Après, on a ce qui se passe en France, on ne va même pas en parler, on va avoir les socialistes au pouvoir, ils auraient tort de se gêner, hein, ils tiennent tous les socialistes en France. Et on va avoir Cazeneuve, donc ancien ministre de Hollande, qui va se retrouver Premier ministre. Donc, on est dans une dictature globaliste, socialiste, sioniste, tout ce qu'on veut en France, c'est presque comique. Et puis, toute la presse qui est pour, évidemment. Hein. Aux États-Unis, c'est encore pire. Craig Roberts a écrit un livre pour expliquer comment ils ont déjà truqué les élections, les démocrates, pour les gagner. Il a donné l'exemple du Minnesota, je crois. C'est-à-dire que les carottes sont cuites avant même l'élection, j'allais dire un peu comme presque partout en Occident. La Kamala est à peu près sûre d'être élue. Ensuite, on a le Brésil. Alors là, il fallait peut-être faire une émission contre les BRICS. Moi, j'en ai souvent parlé comme ça. Je me suis fâché avec beaucoup de gens parce que les BRICS, je n'y crois pas ou je n'y crois plus. Je crois que j'y ai jamais trop cru. Hein. La guerre héroïque de la Sainte Mère Russie aussi commence à nous les gaver avec l'invasion de Koursk. Et puis alors, il fallait parler de notre ami Béché-Golovko. Elle a été très brillante sur plusieurs textes cet été et donc elle a fait des textes sur cette globalisation régionalisée. C'est un peu l'expression. Nicolas, juste un mot pour les BRICS. C'est vraiment une Oui, auberge espagnole. oui, oui. Il y a Oui. de tout. C'est, Non, c'est- mais ça, à la limite, l'auberge espagnole, c'était le côté sympa. Mais on a des pays de plus en plus fascisants ou communistes ou totalitaires qui contrôlent tout ça, où il n'y a pas de démocratie, ou des pays qui sont en guerre, comme la Russie, puis des pays, comme l'a expliqué Schwartz, Modeste, ou comme Slav Squat, qui respectent complètement les agendas de Davos. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, pour des imbéciles. Même dans RIA RU, qui est pourtant la feuille de chou de la propagande officielle russe, mais moi je la lis, contrairement. Je ne lis plus les sites pro-russes parce qu'ils sont débiles ou fous ou assassins ou à côté de leur pompe, je vais en reparler dans une seconde, parce qu'il y a des limites aussi. Mais je lis Novosti. Et Nikiforova, elle a expliqué que le pays est envahi. Laurence aussi, Guillaume, mon ami, qui a son blog à Pereslav, à 100 km de Moscou, dans une ville, elle explique qu'elle est détruite par l'automobile, par les motos, par le bruit, par le mauvais comportement de la jeunesse qui n'a pas été mobilisée pour aller se faire tuer contre les Ukrainiens, c'est-à-dire contre l'OTAN. Elle a expliqué qu'on saccage tout dans un site qui devrait être classé. Je veux dire, moi, je vis en Espagne, on sait respecter un site classé. Visiblement, en Russie, on ne sait pas et on s'en fout. Il n'y a que le développement qui compte. Donc, on a tous ces pays qui ont des comportements de plus en plus suspects. Puis là, la cerise sur le gâteau, Lula. Lula, c'est l'idole de ma bête noire, Escobar. Escobar sert la soupe à la Chine et ensuite il la sert à Lula. Lula va fermer Twitter. Alors peut-être que Escobar va nous expliquer que Elon Musk, c'est le deep state américain et c'est le Pentagone et c'est tout ça et que donc c'est l'antéchrist. Bon, ben, il parle exactement comme François Hollande. Désolé. Donc, on avait cru comprendre que les seuls gars qui avaient le droit de l'ouvrir, c'était ceux qui étaient sur Twitter en France, puisque le reste du pays est dans un état de totalitarisme intégral. Il n'y a aucune liberté d'expression en France. Je parle au niveau de ce qui est autorisé, de la presse, de ce que tu peux lire en papier. Il n'y a rien. D'accord. Tout ce qui se passe, on l'a dit 10 fois, c'est grâce à YouTube, c'est grâce aux Américains, c'est grâce à Twitter,
ou à WordPress, à ce qui me concerne. Et en plus, WordPress, c'est gentil, il ne me fait même pas payer. Moi, j'hésite. Est-ce que je vais leur donner 4 euros par mois, les pauvres? Je ne sais pas, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, on a les gars qui tombent sur Twitter au Brésil, avec ce Alexandro Moraes qui a sorti Lula, qui était poursuivi pour 50 trucs de prison et qui ensuite, ils l'ont fait élire président. Je crois que Silvano Trota avait assez bien montré que l'élection au Brésil avait été truquée exactement comme en Amérique, hein, c'est une évidence. Les mecs de gauche passent partout, se maintiennent partout au pouvoir, parce que ce sont les meilleurs serviteurs du globalisme. Le gars qui n'a pas compris ça et qui nous fait encore le coup de je suis tiers-mondiste, je suis révolutionnaire, je suis rouge, je suis ci, je suis ça, et je suis contre Davos, il se fout du monde. On assume. Et là, on va avoir Macron qui va remettre un socialiste au pouvoir, parce que le français n'est pas du tout manipulé, le français ne veut pas de l'extrême de droite, et le français ne veut pas de l'extrême gauche. Mais bref, cette pauvre dame qui a le malheur de s'appeler Harmonie, elle a dit 1981. Elle a dit la France en 1981. Donc, elle n'a pas dit le nom. Le nom, évidemment, on le savait tous, ou peut-être pas tous, mais enfin, je vais le dire pour ceux qui n'avaient pas compris, il y en a. C'est Badinter. Badinter a déclaré open bar à l'époque en France. Je crois qu'ils ont fait rentrer 300-400 000 immigrés, c'est ce qu'avait dit Philippe Léotard à l'époque, hein, déjà. Hein. Ensuite, il y a eu en effet la montée de l'insécurité et puis l'émergence du Front National. Le Front National n'a pas été interdit comme ils ont interdit l'opposition de droite un peu dure en Angleterre, parce que le Front National a servi le système. On le sait très bien, ça fait 40 ans qu'il fait élire et réélire les socialistes. Marine Le Pen est fantastique dans ce boulot, elle est encore meilleure que son père, et Bardella est fantastique. Et je rappelle que Bardella et Le Pen ne parlent que des médailles des Paralympiques et des médailles des Jeux Olympiques depuis 2 mois. Il n'y a aucun contenu, c'est fini. Après, c'est oh, une pauvre petite fille s'est fait écraser, comme c'est triste. Ah oh là là, il faut vraiment contrôler hein, la vitesse sur les routes, c'est pas bien. Hein. Oh, quelle merveille, c'est la rentrée des classes. Oh, les apprentissages. Oh, quelle merveille d'aller à l'école. Ils se foutent du monde. Le Pen et Bardella se foutent du monde. Et ça fait partie, évidemment, à la fois de cette espèce d'indifférence générale, l'anesthésie, les bêtudes collectives dont on parlait tellement d'écrivains comme Debord ou Baudrillard, mais on en parle déjà au XIXe siècle. Et puis, il y a cette nullification des oppositions. Et en fait, elle représente assez bien, je trouve, elle traduit assez bien la médiocrité française totale. Donc, le mec se fout de tout en France. Bon, ben, moi, je l'ai dit, on m'attaque pour ça, mais je continue là-dessus. Je reviens aux BRICS parce que ce n'était pas vraiment le sujet de la France. Les BRICS, on a eu un dossier par Zeroedge il y a quelques semaines et il expliquait que c'était les pays les plus inégalitaires du monde. La Russie est fantastiquement inégalitaire, la Chine, n'en parlons pas, l'Inde et le Brésil. Et le pays le plus inégalitaire du monde, c'est assez rigolo, c'est l'Afrique du Sud. Donc, évidemment, dans le commentaire, après, on t'explique que c'est la faute des Blancs qui ont encore trop de choses en Afrique du Sud. Il faudrait se dépêcher de les tuer ceux-là parce qu'ils font chier partout, les Blancs. Donc, vive les BRICS. Alors, le gars qui pense que le whitey off des États-Unis va disparaître avec les BRICS, il fait fausse route. Je rappelle que Poutine, un coup, c'est les Mongols, un coup, c'est le Zimbabwe, un coup, c'est le Mali, un coup, c'est Cuba. Enfin, la diplomatie de BRICS et de Broc de la Russie est anti-blanche. Et là, il y a une histoire marrante à propos de De Gaulle, puisqu'on nous parle tout le temps de Gaulle à tort et à travers sans rien y connaître, comme d'habitude. C'est De Gaulle a dit la Russie ne trahira pas toujours sa race. Eh bien non, il s'est trompé. La Russie s'est remis à trahir sa race. Et en effet, c'est sa guerre contre les Blancs. Elle a tué 600 000 Ukrainiens avec les acclamations des Jacques Guillemin et autres, qui accusent l'OTAN. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas l'OTAN qui tue les Ukrainiens. Ce n'est pas l'OTAN qui tue les Ukrainiens dans le dos. C'est quand même l'armée russe. Elle en a tué 600 000. Et heureusement que ce sont des frères slaves. Parce que sinon, qu'est-ce que ça ne serait pas, hein, mon bon Gilbert? Qu'est-ce que ça ne serait pas? Donc, les BRICS, ça devient, moi, alors tu disais une auberge espagnole, oui, alors ça, c'est quand il y a les Arabes qui veulent venir ou quand il y a, comment ils s'appellent, pour lesquels j'ai de plus en plus d'estime, hein, je n'arrête pas de le dire. Moi, je dis que ça va tellement mal en Occident. Ce matin, là, je lisais Trota, l'État du Colorado, c'est open bar. Les gangs attaquent tout. Il n'y a plus de police. C'est un État démocrate et ça n'empêchera pas Kamala d'être réélu, d'être élu. Il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. C'est open bar, le Colorado. Donc, on y va. Donc, je dis, les pays arabes, les pays musulmans ont l'air d'être plus cadrés que nous. Quand on voit les statistiques Wikipédia, c'est les pays les moins violents et c'est les pays où on respecte. Là, j'ai un copain catalan, il ne supporte plus la Catalogne, il a peur pour l'Espagne, il pense s'installer au Maroc parce que le Maroc est mieux géré que la France. Et comme me disait mon copain Antoine à Vézelay, le sud global, maintenant, c'est la banlieue française. En effet, c'est la banlieue française, c'est la banlieue anglaise, c'est la banlieue allemande, c'est la banlieue
bientôt espagnole, et c'est évidemment la banlieue américaine, avec 45 000 morts. Qu'est-ce qu'on n'entendait pas à l'époque de Reagan quand on nous disait 12 000 morts par an aux États-Unis? La gauche, là, se mobilisait. Et depuis qu'elle est au pouvoir, il peut y avoir 50 000 ou 100 000 morts par État, par province, par ville, par quartier, que sais-je. La gauche applaudit. Et il faut empêcher les extrémistes de passer. Ça, c'est extraordinaire. La première motivation de ces salopards d'électeurs démocrates aux États-Unis, c'est de lutter contre l'extrémisme. C'est-à-dire, il faut voter contre Trump pour lutter contre l'extrémisme. Biden qui déclenche la guerre mondiale à droite, qui déclare la guerre mondiale à gauche, et puis qui ensuite fout le bordel dans son pays, ça c'est très bien. C'est open bar, aucun problème. On parlait des briques, j'ai envie de parler juste des Palestiniens. Je ne vais pas me lancer dans l'affaire, hein, on sait tous ce que j'en pense, mais le coup de la vaccination, on se fout de qui? C'est Rota honteux. a montré ce matin, donc les petits Palestiniens, on leur met dans le nez les vaccins contre la poliomyélite. Et Donc après, on les tue. Netanyahou peut en tuer 40 000, 200 000 ou 1 million, tout le monde s'en fout, tout le monde applaudit, mais attention, le Polio. vaccin contre la polio, ça c'est plus important. Et là, on ne se fout pas du monde. Et on voit les gosses se faire vacciner, donc ça veut dire que les parents sont d'accord, ça veut dire que les Palestiniens sont d'accord. Pour qui roulent les Palestiniens? On a envie de dire, c'est quoi le Hamas? C'est une subdivision du Mossad, de la CIA, du MI5, c'est quoi le Hamas? On se fout de qui avec le Hamas? Ça fait un an qu'ils font massacrer leur population. Pourquoi ils ont pris ces otages? Pourquoi ils ont lancé cette opération? Est-ce qu'ils ne savaient pas que Netanyahou était le chef d'État le plus brutal du monde depuis un certain machin bidule? Non, 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 aucun problème. Et les gosses, maintenant, on arrive avec le pif, on leur fout la polio, et puis comme par hasard, c'est un vaccin dont personne n'a voulu. Alors déjà, les vaccins dont on veut, moi, j'en veux plus. Je me méfie trop, je me méfierai trop. Maintenant, là, il va falloir qu'ils m'obligent à le faire. Mais alors, là, on arrête un massacre qui n'en est pas un, c'est un simple machin, une opération de police, comme aurait dit Rocard à l'époque quand on tuait 100 000, comme on tuait 100 000 Irakiens en 1991. On leur dit vous vous vaccinez contre la polio parce que la polio c'est très grave, alors que les 70 000 tonnes de bombes que vous avez reçues depuis 6 mois, ça c'est pas grave du tout. C'est incroyable. On se fout de nos gueules. On se fout de nos gueules. Alors, si c'est ça, être dirigé par des champions de la liberté et de la cause palestinienne qui disaient un certain nombre d'experts, je vais taire leur nom pour éviter les problèmes, notamment des gens avec qui j'ai travaillé, hein, qu'Israël allait perdre, qu'Israël était perdu. Mais enfin, si c'est ça le gain de vos héros, cachez-vous, hein, cachez-vous, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Alors tout ça devient extrêmement énervant. Donc si Twitter est liquidé au Brésil, il y a de très bonnes chances que Twitter soit liquidé en... Moi je déteste le mot X, hein, tu m'excuses. Je trouve qu'il n'aurait pas dû changer le nom. Twitter c'était très sympa, ça veut dire quelque chose de sympa en anglais, c'était connoté, etc. Mais bref, si Twitter saute au Brésil, qui est un pays qui est beaucoup plus grand que l'Europe, moi j'y ai vécu hein, au Brésil 5-6 mois, c'est aussi un pays très inégalitaire, très violent, avec une police qui a le droit de tout faire. Moi, je me suis retrouvé en Amazonie sur un bateau. On nous a descendu du bateau, on nous a braqué à la mitraillette. Soi-disant, on cherche de la drogue. Ça, la drogue, c'est toujours utile. Hein. Oh là 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 là, tu revois les Miami Vice, comment tuer un maximum de citoyens et de pauvres dealers pour rien, parce que se foutre quelque chose dans le nez qui d'ailleurs ne te fait pas grand-chose. Et c'est interdit par la loi depuis, comme par hasard, le président Nixon, celui qui a abandonné les talons or. Nixon, c'est le début de l'antéchrist. Celui qui l'avait bien compris, c'est Philippe Cadic. Donc le Brésil, c'est un pays très dangereux pour la santé. Je me souviens aussi, j'étais à Rio, il y a eu une tuerie par 2 policiers. Ils ont tué et décapité 31 personnes. C'était donc quand j'étais au Brésil, je ne sais plus exactement cette année-là. Si, je crois que c'est quand le pape est mort. C'est vers le dernier pape, Jean-Paul II, 2004. 2004. Donc il y a eu un massacre et puis je ne sais pas si les mecs ont été jugés. Pourquoi faire? C'est comme en France, c'est pas la peine. Il y a quelqu'un qui disait une chose très très juste là ce matin, c'était Anne Schubert dans Riposte laïque. Elle disait c'est marrant, ils ont réagi et détruit le pays pendant 2 jours ou 3 jours avec Naël, qui était quand même un dealer machin. Et la petite qui a été tuée, la Kalimia, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-là, tout le monde s'en fout. Ça, c'est vraiment Voltaire. Tout cela faisait beaucoup de bruit pendant quelques heures. Donc on se rend compte que tout cela va nous mener à la catastrophe parce que s'ils enlèvent Twitter, il n'y a plus aucun moyen de rien savoir, on le sait. Et donc alors là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et alors là, il ne faut pas compter sur les journalistes du Monde et du Figaro pour s'en rendre compte. Le lectorat du Figaro, c'est un lectorat antéchristiquement con, je l'ai déjà dit. Mais alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, tu sais, le syndrome de Rantanplan, comme je dis toujours, je sens confusément quelque chose, c'est quand même bizarre. Les mecs se rendent compte au bout de 30 ans ou 50 ans d'involution du Figaro que le Figaro est woke et vote Kamala.
Ah bon, hein, je ne m'étais pas rendu compte. T'es sûr? Ah, quelle horreur! Comment on peut être pour Trump? C'est vraiment un nazi, un fasciste. Il a déclenché 3 guerres mondiales et d'ailleurs, il a ruiné l'Amérique en 4 ans. Mais il n'était pas au pouvoir, c'est elle qui est au pouvoir. Ah bon? De ce niveau-là, ce qu'on disait l'autre jour, 220 millions d'Américains sont morts du Covid. Et si tu le répètes, je pense, dans un dîner mondain à Paris ou en province française, tout le monde sera d'accord avec toi. Voilà pour cette histoire de dictature mondiale. Et moi, je pense qu'il y aura des pays peut-être plus cool que d'autres, et puis il y a des pays qui seront terrifiants, et je ne pense pas que les BRICS fassent partie des pays les plus attirants, hein. Donc je leur souhaite du plaisir à ceux qui veulent aller ici ou là pour s'amuser. Alors, on voulait parler d'Astérix et de... Qu'est-ce qu'on a dit? Astérix et Tolkien. Ok, exact. Donc, je rappelle que Tolkien, j'ai publié le premier livre en 1998 et je me suis rendu compte que le livre a été assez lu et assez attaqué. Ensuite, j'ai republié le livre avec toi. Pourquoi Tolkien? Parce que c'était un homme qui était contre le monde moderne. J'ai les lettres, Tolkien dit qu'il n'est pas démocrate. Tolkien dit qu'il va y avoir une unification techno-globale dans ça se voit dans le texte évidemment, hein, avec la progression du Mordor, de Sauron, tout ça, mais ça se voit aussi dans sa correspondance, notamment celle de son fils Christopher, et notamment la correspondance pendant la guerre, qui pour moi est la plus intéressante. Il dit à un moment donné que les Américains vont étendre le féminisme partout. C'est intéressant, parce que ça ne sort pas dans son livre, ça, hein, mais le féminisme va arriver partout. Il y a un profond respect de la femme médiévale et même de la femme guerrière ou de la Valkyrie ou de la Fravashi chez Tolkien, mais le féminisme, non. Il voit ça et puis ensuite, à la fin de la guerre, il est effaré par la destruction de Berlin par les Russes. Prise et destruction de Berlin. C'est une lettre magnifique qui date du 30 janvier 1945. Pour Tolkien, il faut lire la correspondance de Humphrey Carpenter. Mais tout ça, j'en ai parlé dans mon livre, hein, et j'ai fait des textes assez longs sur cette histoire. Tolkien me paraît aussi très important parce qu'il décrit ce qui nous arrive dans l'avant-dernier chapitre, ou presque, du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle Le nettoyage de la comté. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis la comté au féminin en français, mais The Scoring of the Shire en anglais. Donc on a les hobbits qui ont été tranquilles jusque-là, on va dire la petite ville américaine, la petite ville française, le village français, le village libanais, le village palestinien, le village machin, le village truc, puis un beau jour, il y a un problème. Un beau jour, les bolcheviks arrivent au pouvoir. Et en fait, dans le texte, on leur raconte ce qui s'est passé pendant qu'ils faisaient leurs aventures à l'autre bout du monde chez Sauron. On se rend compte aussi que la destruction de Sauron n'a pas du tout empêché la nécessité du nettoyage de la comté. Ça, c'est vachement important pour comprendre la fin de Tolkien. C'est ce que me disait De Beckett. C'est pas un livre qui se finit bien, pour plusieurs raisons. Notamment, il y a Arwen qui regrette d'avoir abandonné son éternité en épousant Aragorn. C'est assez intéressant ce passage et c'est quasiment un brouillon chez Tolkien, mais c'est intéressant. Donc, le nettoyage de la comté, c'est quoi? C'est la petite communauté des Hobbits est menacée par 300 voyous, ça suffit à les contrôler, et ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, on en arrive vraiment à la vie en France depuis le socialisme, et ils sont soumis, mais pas trop. Il n'y a pas ce côté intégralement soumis au collabo du français ou de je ne sais qui. Il y a une volonté de réagir. Et puis, comme les autres sont revenus, Meriadoc, Merry, Frodon et Sam, qu'ils ont été aguerris dans leur guerre contre les orques et contre Sauron, ils organisent la résistance et ils arrivent à écrabouiller les autres, même ils doivent avoir recours à la violence. Et moi, j'ai toujours beaucoup insisté sur ce chapitre, qui fait quand même 60 pages, hein, à la fin du Seigneur des Anneaux. C'est une grande victoire pour la liberté, comme on dirait aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, notre conception de la liberté, c'est l'inverse aujourd'hui. Elle est totalement orwellienne. On a eu donc Tolkien qui a été déclaré il y a 25 ans livre du siècle par les Anglais. On a eu ce film qui était très bon, surtout la première partie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson tourné en Nouvelle-Zélande. Et puis on se rend compte qu'en 25 ans, c'est l'inverse qui a triomphé. C'est le mal. C'est la démocratie totalitaire globale, le modèle techno-global décrit par Tolkien dans sa lettre à son fils Christopher en 1943. Et c'est un socialisme universel, celui voulu par Davos, avec une invasion organisée de tous les pays blancs qui doivent être remplacés sur leur sol sans avoir rien à redire, sinon ils sont des traités racistes, fascistes, etc. Et il faut les foutre en tôle. Donc tout ça, ça se passe sous nos yeux en Angleterre en ce moment. C'est-à-dire que le gouvernement Starmer a décidé de détruire l'Angleterre totalement
Et celui qui l'a dit, on en revient toujours à Rantanplan, c'est Boris Johnson. Boris Johnson a fait une chronique que j'ai sortie et que peu de gens ont reprise. Je me suis dit, ça va faire un tabac quand même. C'est quand même un ancien chef d'État. C'est quand même le gars qui était là pendant le Covid. C'est quand même le gars qui a lancé la guerre contre la Russie au moment où nous, dit-on, les Ukrainiens voulaient discuter. Mais là, il a dit, c'est Orwell. L'Angleterre, c'est Orwell, il a dit Boris Johnson. Alors moi, je dis l'Angleterre, c'est Orwell, évidemment, pour tout un tas de raisons. Mais enfin, c'est une référence maintenant un peu triviale. Surtout qu'on la connaît mal dans le détail, mais j'en ai déjà parlé dans pas mal de textes, notamment sur le féminisme, et sur la référence à l'Ancien Testament aussi. Il y a un passage assez marrant, on en parlera une autre fois. Notre cher ami Johnson dit, voilà, l'Angleterre de Starmer, on n'a plus le droit de parler, c'est machin, et pourtant, il était tout à fait logique que les gens se révoltent un peu. Il fallait évidemment réprimer les excès, mais il y avait un moment où il fallait quand même protester contre ces massacres de petites filles dans ces sataniques, d'ailleurs, cours d'école d'Angleterre où on apprend à danser comme Taylor Swift, qui est une danseuse milliardaire en dollars et sataniste, et qui est devenue maintenant une espèce de programme destiné à former et à abrutir les petites filles. C'est ce que j'appelle dans un de mes romans l'asinélisme. Asiné, la petite ânesse en anglais. Donc, Tolkien, il y avait cette espèce de génie de la résistance anglaise du Moyen-Âge, du village, et d'ailleurs, le Bernanos revient toujours dessus. Nos ancêtres ne se laissaient pas marcher sur les pieds, alors que l'homme moderne aime lutter contre la liberté. Il aime être fasciste, il aime être socialiste, il aime être nazi, il aime être communiste, il aime être bolchevique, il aime être maoïste, il aime être brixiste, mondialiste, davosiste. L'homme moderne ne rêve que d'écrabouiller sa liberté. Là, c'est même pas de l'anarchie que je dis, c'est simplement l'homme actuel et la liberté, et à HAIT. Et ça fait longtemps que ça dure. Il n'y a qu'à lire à Bernanos, il n'y a qu'à lire à Céline, je l'ai fait dans mon œuvre, ça. Et dès la fin du 19e siècle, pardon, on voit arriver cette espèce d'individu gris qui se développe dans les villes, qui finalement prend le métro, part en week-end, regarde la télé, écoute la radio, s'abrutit avec la presse. Et tout cela est pas très encourageant. Et je vais revenir maintenant à Astérix. Alors, Astérix, je trouve que ça ressemble à Tolkien parce que c'est un village qui veut résister à l'envahisseur. Donc, c'est le lien que je viens de faire avec Scoring of the Shire. Et bizarrement, ce village est le seul à résister dans toute la Gaule. Alors, on se dit, évidemment, il est un peu isolé, mais pourquoi ne peut-on pas libérer le reste de la Gaule? Pourquoi, avec la potion magique, pendant qu'ils font le tour de Gaule, on fait une distribution de potions magiques un peu partout dans les grandes villes et puis on casse la gueule aux légions romaines, aux garnisons. Ça s'est jamais fait. Comme c'est bizarre. Alors après, évidemment, il faut comprendre un peu mieux ce que veut dire le romain. Le romain, ça n'est pas réellement un envahisseur. Il y a évidemment l'épisode comique, le combat des chefs, avec l'imbécile qui fait bienvenue à nos envahisseurs bien-aimés. Alors ça, évidemment, c'est Mélenchon avec la créolisation de la France ou le reste. Mais ça, c'est la version comique. Mais la version réaliste, c'est que les Romains, c'est nous. Le Romain, c'est le français. Et j'avais 8 ans ou 7 ans quand j'ai lu mon premier Astérix chez un copain en Tunisie. Et il y a Astérix qui traverse la forêt avec Obélix et puis il voit un viaduc en construction. Et il dit cette phrase superbe, avec leur construction romaine, les Romains détruisent le paysage. Donc c'est le programme de la construction des autoroutes de De Gaulle. J'en ai parlé 25 fois dans La destruction de la France au cinéma. C'est les villes nouvelles, l'immigration qui arrive de partout. On va y revenir avec Astérix parce qu'il a très bien traité le problème. L'autre, Goscinny, qui est un génie total, un mec d'une honnêteté, que d'ailleurs adoré, vénéré Serge de Lucas, qui avait travaillé avec lui, comme on sait. Donc, on a cette destruction de la France qui se passe, les villes nouvelles, etc. Et puis, on a un nouveau type de Français qui apparaît, c'est le Romain. Ou alors, c'est le gallo-romain, avec un individu qui, c'est celui qu'on connaît. Il lui faut Guy Lux, il lui faut la consommation, il lui faut le supermarché, il lui faut 2, 3 ou 4 ou 5 bagnoles. Et il lui faut surtout ne pas penser, ne pas réfléchir et ne pas voter pour les extrêmes. Ni de gauche, ni de droite, donc je suis bien content. Il va se reprendre Cazeneuve de Hollande avec Macron et avec 15% des voix, comme depuis 1981, le PS continue de diriger le pays. Bravo, vive le PS. Moi, je suis franchement pour eux parce qu'ils sont les plus forts. Ensuite, il y a 2 textes que j'adore de l'époque. Donc, il y a La Serpe d'Or, que j'aime beaucoup, que je recommanderais. Le combat des chefs sur la collaboration, parce que c'est un phénomène français. Il n'y a pas besoin de l'armée allemande, ça collabore à toutes les époques en France. Qu'il s'agisse du vaccin, du mondialisme, des néocons, de la guerre, de ce qui aliène totalement ce pays, il y a une culture de la collaboration qui est extraordinaire, qui d'ailleurs date des Gaulois.
Ils se sont laissés dédruidiser, si j'ose dire, ils se sont laissés dégaliciser très très vite et ils sont passés très vite au camp romain. C'est ce que montre le combat des chefs. Et puis, il y a deux choses très importantes chez Astérix, c'est le domaine des dieux. Ça, c'est sur l'immigration. Bien Le sûr. domaine des dieux, c'est très intéressant. Donc, ils commencent à construire, ils détruisent toute la forêt, et il faut que le druide invente un gland pour faire pousser très vite les chênes. Le petit chien est écologiste, comme on sait, il pleure à chaque fois qu'on détruit un chêne, le petit défix adorable. Et puis, il y a des immigrés. Alors, évidemment, il y a des Lusitaniens, des Ibères, et il y a des Numides. Donc, il y a un gros black sympa qui arrive, qui explique leurs problèmes aux druides. Et donc, il laisse construire la ville nouvelle pour les touristes romains, et puis les autres arrivent. Les Romains, genre, je vais vers l'Atlantique, je respire, je vais faire du camping, je me sens à Roscoff ou à Carantec et tout va bien. Et puis, manque de bol, évidemment, l'arrivée de tous les touristes romains, ça se passe mal et il y a beaucoup d'inflation. Les prix doublent. Je me souviens avec ordre alphabétique, parce que j'ai pas lu pour préparer l'émission le texte. Les prix doublent. Il y a trop de bruit, et puis alors ils considèrent le village comme un truc folklorique, machin, et puis il y a une révolte, évidemment, chez les Gaulois. Ces Gaulois-là idéaux, parce que finalement, le village d'Astérix, c'est un village idéal où les gens ont encore la niaque et envie de vivre, et de ne pas se laisser recourir par la mer du monde moderne. Et donc, ça se passe mal pour les Romains, avec Obélix qui commence à faire peur aux touristes, et ils finissent par décamper. Et après, le domaine des dieux qu'ils ont construit devient une ruine romaine supplémentaire. C'est pas forcément gênant. Ça fera venir les touristes plus tard. Alors, on termine avec Obélix et compagnie. Celui-là, il est terrifiant. On dirait Jean-Yann. Je me demande s'il n'y a pas Jean-Yann. Tu sais, qui faisait souvent des petits personnages. Il y a Laurel et Hardy. Il y avait des personnages comme ça qui se mettaient chez les légionnaires notamment. Et donc, dans Obélix et compagnie, il y a un énarque, École nationale des affranchis, écrit Goscinny, qui a compris que l'ENA allait détruire le pays. L'ENA qui a été voulu, je le rappelle, par Michel Debré, qui a quand même dit des choses justes, mais c'est pas parce que tu dis des choses justes que tu fais pas des conneries. Je me suis rendu compte de ça dans la vie, c'est assez mauvais, mais c'est comme ça. Et De Gaulle, évidemment. Donc De Gaulle a dirigé la France avec les énarques, avec ceux qui voulaient la moderniser, et en peu de temps, ça a détruit le pays, comme je l'ai montré dans le livre sur le cinéma, la destruction de la France au cinéma. Cet énarque ruine le trésor romain, parce qu'évidemment, ils se mettent à acheter des menhirs, puis ils achètent trop cher. Et Jules César s'énerve et dit à son énarque, tu vas finir dans les jeux du cirque si tu me sauves pas ma situation, parce que tu es en train de ruiner mon trésor. Donc en fait, l'énarque ne sert qu'à ça. Qu'il s'agisse de Macron, de Hollande, de pseudo-Sarkozy, de Giscard, de Chirac, l'énarque ne sert qu'à ruiner le pays, à le faire envahir. Je crois que personne ne l'a mieux compris et mieux décrit que Goscinny dans cette histoire du domaine des dieux, dans cette histoire d'Obélix et compagnie. Et je laisse d'autres sujets importants liés à Astérix que j'ai toujours beaucoup aimé. Il y aurait Astérix aux Jeux Olympiques C'est une idée avec le super fabuleuse. dopage. Avec le dopage, je veux dire, les jeux qu'on a vus, évidemment, c'est machin. Et je souhaite en terminant bonne chance aux athlètes paralympiques qui vont se retaper la scène pour leur triathlon aujourd'hui ou demain, parce qu'on leur souhaite d'en sortir dans la meilleure santé possible. Voilà. Donc, juste quelques petits rappels de livres. Les grands auteurs et le monde traditionnel contre le monde moderne. Ça, c'est. Et j'ai changé la couverture parce que celle-là, elle était trop provocante. Tu as vu ce qu'ils ont fait aux Maldives, les pauvres? Les pauvres Maldives. Hein, c'est une catastrophe globale. Et tout le monde s'en fout. Les écologistes n'ont rien dit pour ça, comme par hasard. Et puis Tocqueville, politiquement incorrect. C'est mon recueil sur tous les textes de Tocqueville. Tu sais que Wikipédia a dit que j'ai fait une thèse sur Tocqueville. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Ils ne sont pas trop méchants avec moi, les Wikipédia, donc j'y vais jamais. Mais une fois, je suis allé rajouter deux ou trois choses, notamment l'émission que j'avais fait sur France Culture, à l'époque sur Tolkien, en 1997 avec Cazenave, qui était un des grands producteurs de France Culture à l'époque. On s'imagine ce que c'est devenu depuis France Culture. Et il disait, j'avais fait une thèse sur Tocqueville, ce qui est faux. Je n'ai jamais fait de thèse sur Tocqueville. Par contre, oui, je considère que c'est un des auteurs les plus importants du monde. Et enfin, donc, Tolkien. Astérix, on essaiera peut-être de faire, j'essaierai au moins de faire un article dessus pour montrer comment Goscinny, avec Uderzo, a deviné que la France devenait un pays sinistre. Ça se sent dans le cinéma de Jean-Yann, qui est très important pour moi, Jean-Yann, mais évidemment sous les années Pompidou-Giscard, où vraiment la facture gaulliste a commencé à se présenter et le pays a commencé à prendre le virage qu'on connaît aujourd'hui, qui est à la fois effarant et presque risible.
Voilà, mon cher Gilbert. Pour le mot de la fin, les menhirs, finalement, sont les crypto-monnaies d'aujourd'hui. Mais Astérix est mort avec vos signets. La leçon vraiment à comprendre pour Astérix, c'est que les Romains, c'est les Français modernes. Et que les autres, c'est les derniers résistants qui existaient encore à l'époque, qui avaient connu un monde ancien. Et moi, j'ai connu des gens comme ça quand j'étais enfant. Et puis, à partir des années 80, c'était terminé. Il y avait cette culture-là, de la Gaule ancienne, entre guillemets, avait, je suis désolé de le dire, mais totalement disparu. Il y a un moment, il faut tourner la page. On le fera la semaine prochaine en évoquant le christianisme. Ok, bon, Bonal et Dawet, c'est fini pour cette semaine. Merci et à la prochaine.